On sait une vidéo d'un influenceur YouTube. Est-ce que vous en avez à proposer? Un peu comme ce qu'on a fait la dernière fois avec Léo Déphilogine. Bonjour. Si je devais te donner des noms de célébrités pour illustrer. J'aime bien Nathalie Imbruglia, ou bien Grace Kelly, ou Sophie Marceau dans Braveheart. Picasso, Pintaconas, quand je me balade sur Paris, je trouve qu'il y a un grand écart de beauté entre les hommes et les femmes. Les femmes sont tellement plus belles. Bah évidemment, ça illustre l'infographie qu'avait fait OkCupid, je vais vous la montrer. C'est tout simplement ça. Globalement, une meuf 5 sur 10, ça correspond à la médiane. Les hommes considèrent que la moitié des femmes sont au-dessus et en dessous de 5 sur 10, alors que les femmes considèrent que 80% des hommes sont en dessous de 5 sur 10. Initial Samuel, qu'est-ce qu'il a posté comme vidéo, comme short, je vais vous la mettre. Quelle importance la taille a-t-elle réellement sur l'attractivité? Voici Sam et Adam. Ils ont exactement la même apparence, sauf que Sam mesure 1,80 m et Adam, 1,90 m. Selon Moren et ses collègues, le toujours plus grand n'est pas toujours ce qui plaît le plus. Cela dépend beaucoup de la taille de la femme. Une femme de 1,70 m est plus susceptible de préférer Adam, tandis qu'une femme de 1,60 m est plus susceptible de préférer Sam. Cependant, il faut reconnaître que Sam et Adam sont tous deux assez grands. Cela s'explique par le fait que l'étude a trouvé des preuves en faveur de la norme selon laquelle les hommes devraient être plus grands, combinés avec des préférences assortatives. Cela signifie que votre propre taille prédit positivement la différence de taille que vous préférez chez votre partenaire. En moyenne, les femmes préfèrent les hommes de 20 cm plus grands qu'elles, tandis que les hommes préfèrent les femmes de 7,5 cm plus petites. Ainsi, la taille relative, appelée rapport de dimorphisme sexuel ou RDS dans les couples hétérosexuels, a un impact sur les préférences en matière de taille. Moi, je ne croirais pas trop ce genre d'études. Lorsqu'on est confronté à ce genre de choix dans la vraie vie, je pense pas qu'on réponde pareil. Je pense qu'une meuf de 1m50 par exemple, 1m50, selon ses possibilités, si possible, je pense que pour fonder une famille, pour avoir des gosses, elle sera beaucoup plus dans l'urgence de trouver un homme qui fasse 1m90 qu'une meuf qui fait déjà 1m70. Parce qu'une meuf qui fait 1m50 et qui doit compenser, trouver un homme qui compense sa petite taille pour que ses enfants ne soient pas trop petits, l'urgence se retrouve beaucoup plus chez la meuf de 1m50 que chez la meuf de 1m70. Ensuite, s'il y a une taille au-delà de laquelle l'auto-investissement n'est pas trop important, c'est je dirais 1m90. Il vaut mieux passer de 1m80 à 1m85 que de 1m90 à 1m95. Retour sur investissement de la différence au-dessus de 1m90 n'est pas énorme. Mais à partir de 1m75, 1m80, une différence de 5 cm, ça joue beaucoup. C'est tout ce que je dirais. Ensuite, j'ai pas de stats là-dessus, mais c'est un raisonnement en termes de progéniture, sur la taille prévisible de la progéniture. On va voir ce qu'ont publié récemment Thaïs Escuffo, Léo Déphilogine. Mais si vous avez d'autres youtubeurs, on va aller voir, on va visiter. Comment être un homme charmant. Léo a une nouvelle chaîne dédiée aux femmes, tu connais? Oui, j'ai entendu parler, il a créé une nouvelle chaîne pour... C'est un peu comme Nicolas Dolto, Yann Piette, qui maintenant aussi se concentre surtout sur la séduction pour les femmes. Peut-être qu'ils ont remarqué que le marché pour les hommes marche de moins en moins, je ne sais pas. Peut-être qu'ils souhaitent simplement élargir son audience. Bon, on va pas faire Léo Déphilogine parce que sinon il va s'imaginer que je m'acharne sur lui. Ok. On va aller voir chez Thaïs. Bon, elle a rien publié, quoi. Bon alors, Thaïs a lancé cette nouvelle chaîne qui s'appelle Pilule Rouge Podcast, avec un premier talk qui fait 1h50. Oh, c'est un peu trop pour ce soir. Hein. Tu veux qu'on voit une vidéo de l'Observateur? Celle-là fait 50 minutes. Attendez, va. C'est un peu trop long. Si vous voulez, on fera l'Observateur une autre fois. Il faudrait dédier un stream seulement pour lui. Parce que ces vidéos, ils sont trop longs, quoi. Franchement. Attendez, va. On va aller voir chez... Comment il s'appelle déjà? Kylian Sensei. Attendez, va. Ouais, c'est... Je sais pas, c'est... Attendez, voir, il y a quoi d'autre comme youtubeur? Séduction drague. Attendez, voir. Il y a OnlyFans aussi, je crois. C'est le nouveau venu, non? Attendez une seconde. Et il fait surtout des micro-trottoirs. Il y a qui d'autre Je ne sais pas c'est qui les nouveaux noms du moment sur YouTube. Je ne suis personne. Je regarde juste les vidéos qu'on m'envoie de temps en temps. Mais... Un Kungito. Je sais pas c'est qui. 10 minutes. Allez, on va voir. 10 minutes. Oui, les femmes draguent et viennent vers les hommes en Scandinavie. Typiquement, dans un contexte de séduction, c'est très commun pour une femme de faire le premier pas ici. Are you comfortable with doing the first step to seduce someone? Yeah, and that's also something that I think is really important. I have girlfriends in France that, like, for example, if they have Tinder and they match with someone, they refuse to write the first message. And for me, I think that's hilarious. Like, it's super silly, because why shouldn't you just send a message? If you're interested in someone, send a message. Or if you see someone in the bar, go talk to him or her. It takes two to tango.
C'est un peu plus compliqué que ça, bien sûr, mais on peut déjà se poser beaucoup de questions. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est normal en Scandinavie. Je m'appelle Kungito et ça fait 5 ans que je vis dans les pays du Nord, et aujourd'hui je vais vous parler de la manière dont les femmes scandinaves gèrent la séduction et comment c'est lié à l'égalité des sexes. Beaucoup de choses m'ont marqué lorsque je suis arrivé ici, notamment en Suède, et je parle notamment dans un contexte particulier. En fait, j'étais surpris de voir à quel point la jante féminine était plus avenante ici comparée à mon expérience en France. Par avenante, j'entends qu'il vient directement vers toi pour démarrer la discussion ou pour plus. Bien sûr, je ne parle pas que de moi, mais aussi d'autres personnes de la jante masculine qui ont vécu la même chose. Est-ce que tu as trouvé que les filles étaient plus avenantes en Scandinavie? Ouais, je dirais carrément. Ouais. Mais mon point de vue, en tout cas, c'est que quand je suis venu à Copenhague, ouais, ça arrive pas mal que les filles fassent le premier pas. Ça arrive que les filles t'abordent et te demandent ton numéro, etc. Donc carrément. Et par moi, mon expérience en France, c'est que c'est vachement l'opposé, quoi. Pour la première fois, j'ai connu le fait de me faire draguer régulièrement et parfois même de manière un peu lourde. Et là, toutes les filles qui regardent doivent se sentir concernées. Alors, comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on vit ça plus souvent en Scandinavie qu'en France? Good question. D'autres choses qui m'ont marqué lorsque j'ai commencé à fréquenter des Scandinaves, c'est que c'est assez mal vu de trop faire le gentleman à l'ancienne. J'entends par là qu'il est assez mal vu de vouloir porter les courses à tout prix, ou d'insister pour vouloir payer le dîner, ou d'insister même pour leur ouvrir la porte. Alors c'est des exemples assez extrêmes, j'entends bien, parce que ça peut être fait avec une bonne intention derrière. Bon alors, ça ce sont des témoignages apportés, donc je sais pas je pense pas que le niveau de pro soit très élevé. Si on devait parler comme les zététiciens. Ensuite, le fait que tu ne sois pas un local, t'as une petite valeur ajoutée sur le fait que tu sois, on va dire, un spécimen exotique, quoi, tout simplement. Oh, you speak French? C'est aussi valable pour des étudiantes Erasmus qui viennent faire une année en France, elles sont beaucoup plus avenantes aussi. Et c'est pareil, les mecs locaux sont aussi plus tentés de draguer des meufs Erasmus. Un Français qui débarque à l'étranger, les meufs locales le voient comme un spécimen exotique, donc c'est une valeur ajoutée. Je suis pas sûr qu'on puisse prouver que les meufs scandinaves draguent plus les hommes à toutes choses égales par ailleurs que les meufs en France. Je veux bien le croire, hein, son expérience personnelle, mais je ne suis pas sûr qu'il soit représentatif puisque lui, s'il part à l'étranger, c'est un spécimen avec une valeur ajoutée exotique. À toutes choses égales par ailleurs, je ne sais pas si son expérience personnelle soit représentative de la réalité. Mais en Scandinavie, le but c'est d'affirmer que les femmes n'ont pas besoin qu'on leur ouvre la porte ou qu'on leur porte leurs courses, parce qu'elles sont bien évidemment capables de le faire elles-mêmes. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. But if someone does it, I think it's a nice gesture, but not if he thinks that I'm incapable of doing it on my own. Yeah. If that makes sense. C'est une mentalité qu'on peut considérer comme féministe en France, mais ici on parle bien d'égalité des sexes. D'ailleurs, concernant qui doit payer le dîner, j'ai constamment reçu la même réponse. I think the person who invites you to a date should pay. It depends on who asks out. Like if I ask someone out, maybe then I shouldn't expect the man to pay. En fait, ça dépend de qui a invité au préalable, et c'est assez juste. Et on est bien loin du cliché de l'homme qui doit absolument payer pour le dîner. Bon. Est-ce que c'est forcément... Il y a un lien de cause à effet entre le fait d'inviter et de payer forcément? Je pense surtout que la personne qui demande à inviter, c'est celle qui considère que l'autre vaut plus qu'elle, quoi. Tout simplement, c'est... Dans une interaction, celle qui a le plus envie de l'autre doit faire le plus d'efforts, veut faire le plus d'efforts de toute façon. Si moi je parle à Mia Malkova, ce sera plus moi qui va essayer de la draguer que Mia Malkova qui va essayer de me draguer, vous voyez. Ou une meuf lambda qui drague Brad Pitt, c'est plus elle qui drague Brad Pitt que Brad Pitt qui drague la meuf, quoi. Tout simplement. Et c'est pareil pour le fait d'inviter quelqu'un. On invite quelqu'un parce qu'on estime, peut-être inconsciemment, qu'elle vaut plus que nous. Tout simplement. Je sais pas, même en France, lorsqu'une meuf te veut vraiment, t'inquiète qu'elle sera prête à te payer aussi. Hein. Je ne suis pas sûr que les meufs payent plus les restos en Suède qu'en France, quoi. Est-ce que c'est la meuf ou le mec qui veut le plus de l'autre? Et j'insiste vraiment sur ce terme d'égalité des sexes, parce que finalement ce comportement de drague est très attribué aux hommes en France, mais grosso modo tout ce qui se passe en Scandinavie c'est que les femmes agissent de la même manière dans cet esprit d'égalité justement. Parce que pour eux la parité ça va dans les deux sens, et on ne parle pas seulement de féminisme. But I think it could be the other way too. If a man thinks something is heavy, then the woman can help him too. Pour illustrer mes propos, j'en reviens au psychologue Gert Hofstede qui a théorisé 6 dimensions dans chaque société qui permettent en fait de comparer les cultures en fonction de sujets clés. On a pu voir dans ma précédente vidéo quelles étaient ces 6 dimensions.
Je vous les mets ici. La distance au pouvoir, l'individualisme, la masculinité, le contrôle de l'incertitude, l'orientation court-long terme et l'indulgence. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la masculinité ou à la propension d'une société à être masculine. Et je vous rappelle que plus le score est haut, plus la dimension est forte. On peut voir ici les différences entre la France et la Suède. J'ai choisi la Suède car c'est le pays qui a le score le plus bas dans la masculinité, ce qui permet de mieux représenter le contraste entre nos pays. On peut voir que la Suède a un score de masculinité de 5 et que la France a un score de masculinité de 43. Ce qui signifie que la Suède est une société peu masculine et que la France, en comparaison, l'est beaucoup plus. En pratique, un score élevé de masculinité indique que la société est motivée par la réussite, la compétition et le succès, et que ce succès est défini par le fait d'être le meilleur dans un domaine. Quand on dit que dans une société, les meufs draguent, mais en fait, elles draguent quel pourcentage d'hommes? C'est ça, c'est le plus important, quoi. Par exemple, dans une société A, on va dire, les meufs draguent 50% des hommes. Dans une société B, peut-être qu'elles se concentrent sur seulement 20% des hommes. Est-ce qu'on pourrait dire que dans l'une des deux sociétés, les meufs draguent plus? Ça, j'en suis pas sûr, quoi. Je sais pas. Qui est-ce qu'elles draguent aussi? Quel décile d'hommes drague-t-elle? Sur une échelle de valeurs, comme ça. Et on pourrait dire que la limite de cette société, c'est la toxicité. De l'autre côté, un score bas de masculinité indique que les valeurs dominantes dans la société sont la qualité de vie et l'attention aux autres. Une société féminine est une société où la qualité de vie est signe de succès et où se démarquer n'est pas admirable. On pourrait dire que la limite de cette société, c'est le manque d'ambition, par exemple. En Scandinavie, le fait de ne pas se démarquer est un concept historique et très ancré qu'on appelle la loi de Jante, qui est traduit de ces mots en danois, norvégien et suédois. Il s'agit d'un code de conduite sociale basé sur la modestie qui te dit « ne pense pas être quelqu'un de particulier, ne pense pas valoir plus que nous, ne pense pas être plus intelligent que le groupe », entre autres. Oui, non mais ça c'est n'importe quoi. C'est juste dans ta manière de t'exprimer. Peut-être qu'il y a, on va dire, une culture qui incite à ne pas trop être bling bling. Mais ça ne veut pas dire que les femmes sont moins attirées par des Christian Grey qu'ailleurs, quoi. Je pense que Christian Grey, il plaît autant aux femmes en Suède qu'en France, qu'au Japon, en Chine, en Inde, quoi. Peut-être que Christian Grey en Suède, il va moins afficher son costard, sa Rolex, sa nouvelle voiture. Mais il reste Christian Grey, on va dire, il reste le même pourcentage du top des hommes, peu importe le pays, quoi. Là, je vois pas le lien entre la culture qui dit qu'il faut pas trop être ostentatoire et le fait que les meufs dragueraient plus. Je ne suis pas sûr. Oui, voilà, Exos, je n'en parlerai pas avec la séduction. Ça annonce l'ambiance. En réalité, ce texte résume de manière extrême la ligne directrice globale des sociétés en Scandinavie. On reste respectueux des autres, on évite le conflit le plus possible, tout en se considérant comme des individus égaux. Et cette approche, elle s'applique à toutes les facettes de la société, notamment l'égalité des sexes. Et cette égalité, en fait, c'est un véritable leitmotiv du gouvernement suédois. Avec 12 femmes pour 23 ministres, ce gouvernement a totalement intégré le principe de parité dans le pouvoir politique et dans la vie de tous les jours. Plus étonnant encore, malgré des chiffres très prometteurs par rapport aux pays d'Europe et même par rapport à tous les pays du monde, les Suédois considèrent qu'ils ne font toujours pas assez au niveau de la parité, et pas seulement du côté des femmes. Pour les femmes, il existe de nombreuses lois qui les protègent, dont The Act on Violence Against Women, qui prévoit 6 ans d'emprisonnement pour toute violation envers l'intégrité d'une femme. Et de l'autre côté, les hommes sont encouragés à participer encore plus à la vie de famille, malgré le fait qu'ils possèdent l'un des congés paternité les plus généreux du monde. Pour l'anecdote, les pères suédois ont le droit à 480 jours à partager avec leur conjointe, donc possiblement 240 jours chacun. Mais le gouvernement s'est rendu compte qu'en moyenne, les hommes prenaient moins de jours que les femmes. En conséquence, le gouvernement suédois est en train de discuter de s'il faut forcer les hommes à prendre plus de jours de congé en cas de naissance. Et on est bien loin de nos tout petits 28 jours en France. Et encore 28 jours, ça fait pas si longtemps qu'on les a. On voit bien que les efforts vont vraiment dans les deux sens. C'est pour ça que j'ai parlé de parité et pas seulement de féminisme. En conséquence du fait des actions du gouvernement, de la culture et du comportement de la société, le contexte dans lequel les femmes évoluent en Suède est beaucoup plus sain. C'est malheureux, mais en France, on entend souvent les femmes se plaindre du comportement de certains hommes dans la rue. Like I was quite shocked about the cat calling on the streets when I moved to France, because in Sweden we don't have that, like whistling or honking the horn in the car. De toute façon, les mecs qui plaisent potentiellement aux femmes, est-ce qu'ils ont besoin de klaxonner, de siffler? N'importe quoi. Les mecs qui sifflent en France ou qui klaxonnent, c'est plutôt des cancoubés, vous voyez. Si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne suis pas sûr qu'ils plaisent aux femmes d'emblée, quoi. D'ailleurs, c'est une culture apportée. Je pense pas que ce soit une culture française. Mais bon. Il paraît que c'est un sujet d'extrême droite. D'ailleurs, certains journaux rapportent le témoignage de plusieurs femmes parlant des différences entre la France et la Suède.
On a l'exemple de Yara, étudiante en droit en Suède, qui parle de la France comme un endroit où elle se fait siffler dans la rue et où elle n'ose pas mettre de jupe ou de décolleté. Tandis que le vécu en Suède est très différent. On a l'exemple ici de Laura, une étudiante qui a passé une année d'échange à Stockholm sans jamais se faire siffler, et elle raconte qu'en Suède, tu as confiance en tout. Elle nuance tout de même ses propos en indiquant que ce n'est pas le pays parfait, mais qu'on se rend compte avec le temps que les Suédois sont respectueux de tout. Et ça peut expliquer aussi pourquoi les femmes sont tant à l'aise avec le fait de faire le premier pas ici. Parce que, réfléchissez bien, dans un environnement hostile, vous êtes moins à l'aise que dans un environnement où vous vous sentez respecté. Est-ce que c'est le fait d'avoir peur des kwakubés qui font que les femmes draguent moins? Ou est-ce que tout simplement, il y a moins de beaux gosses peut-être en France qu'en Suède? Donc il y a moins de raisons pour les femmes françaises de draguer que les femmes suédoises? Je pense que ce genre de paramètres qu'il faudra étudier sont beaucoup plus pertinents. Non mais franchement, si un kwakubé arrête de siffler, de klaxonner les femmes, ça ne change rien en fait. Il restera toujours aussi peu attirant aux yeux des femmes, quoi. Les femmes ne vont pas spontanément avoir plus envie de l'aborder, tu vois. Parce qu'il est moins wesh wesh. Je vois pas le lien de cause à effet, quoi. C'est n'importe quoi. Il y a peut-être moins de Christian Grey en France qu'en Suède, tout simplement. C'est pour ça que les femmes en Suède draguent plus. Si tu te fais harceler au lycée ou au boulot, t'es généralement moins à l'aise et avenant que si tu ne l'es pas. Et bah là c'est pareil. En conclusion les gars, si vous voulez que les femmes soient plus à l'aise pour vous approcher, vous avez la solution. Le respect. Je vois pas le rapport entre être très poli, très respectueux, les mots qu'il utilise ici, et le fait de draguer ou non en fait, parce que drague n'est pas forcément synonyme d'irrespect et d'impolitesse. D'ailleurs, c'est quoi la drague en fait? À part être une personne qui plaît et se comporter normalement, quoi. Lorsqu'il y a une attraction mutuelle, les rapprochements se font spontanément. Et les rapprochements, que ce soit par l'homme ou la femme, je vois pas les liens avec l'irrespect ou l'impolitesse. Putain, mais c'est n'importe quoi ça. Je vois pas le lien en fait entre l'irrespect, la politesse, la tradition d'être poli et le fait de draguer. C'est n'importe quoi. Et vous méprenez pas, hein, je vous explique ça, mais moi-même j'ai dû apprendre qu'en France on était un peu en retard sur ce sujet. Et j'ai dû effectuer une petite remise en question, tout simplement parce que les Suédois ont un référentiel beaucoup plus progressiste sur la parité que nous. Après, est-ce que c'est bien ou mal? À vous de faire votre avis. Après, le revers de la médaille, si on peut appeler ça comme ça, c'est que de l'autre côté, les hommes en général sont moins dragueurs en Scandinavie qu'en France. Ce qui, d'après certaines personnes, peut paraître décevant. Shy and not like spontaneous in a way. Mais mon opinion personnelle, c'est qu'il ne s'agit pas forcément d'être moins avenant, mais de le faire dans le bon contexte. Et c'est pour ça que j'ai insisté plusieurs fois sur l'idée de contexte. Parce qu'une fille, aussi avenante qu'elle soit, si elle commence à draguer dans le mauvais contexte ici, elle va se prendre un vent, normalement. Et je vous l'ai répété plusieurs fois, mais n'oubliez pas qu'en Scandinavie, on évite le conflit au maximum. Et cette mentalité, elle a poussé les gens à être le moins dérangeant possible, mais aussi à être moins spontanés, en fonction de si vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Certaines personnes diront que c'est pas très fun, et certaines personnes iront même jusqu'à dire que c'est carrément A bit boring. Mais effectivement, on peut pas tout avoir. J'en profite aussi pour ajouter que le fait d'être des sociétés peu masculines n'a pas empêché les pays scandinaves à créer des boîtes telles que Spotify, Ikea ou encore ça ne les a pas non plus empêchés de faire partie des pays les plus développés du monde, et ça ne les a pas non plus empêchés d'avoir les habitants parmi les plus riches de la planète. Et ça, est-ce que c'est si mal? En comparaison, nous on paraît bien loin de tout ça. C'est la fin de cette vidéo. Moi je pense que le plus intéressant ce serait de faire un classement du genre Country where we can find the most beautiful man ou the most beautiful woman. Et si jamais on découvre que le classement des hommes en Suède est supérieur aux hommes en France, rien que ça expliquerait tout, quoi. Pourquoi les femmes draguent plus. Et d'ailleurs, il faut se demander, est-ce que c'est le cas? Est-ce que vraiment les femmes draguent plus? Parce que seulement son cas personnel à lui, si je devais jouer le zététicien, je dirais que ces anecdotes personnelles ne valent pas grand-chose, quoi. Je le crois sur parole, mais statistiquement parlant, je ne suis pas sûr qu'on puisse se fier à ça, quoi. Je vais lire aux commentaires. Gafox, quand je me fais aborder à Oslo, c'est souvent clairement des meufs 2 points de moins que moi. Parfois, des jolies filles viennent vers moi et me draguent, mais je les avais déjà rencontrées avant. D'après le commentaire de Gafox, dans ton anecdote à toi, ce qui joue le plus, c'est ce que tu veux et ce que valent les meufs qui te draguent ou non. Bonjour Rogyobi. Iniesta Samuel, comment tu peux expliquer que dans certains endroits géographiques, un certain type de phénotype soit en vogue comparé à d'autres, par exemple les blonds en Asie ou en Afrique? Oui, les phototypes clairs sont très prisés en Asie et en Afrique. Et pas que là-bas, il y a aussi en Amérique du Sud. D'ailleurs, les femmes blondes sont préférées un peu partout dans le monde, même dans les pays où il y en a beaucoup.
façon, être blond, c'est minoritaire dans tous les pays du monde. C'est un truc qui tend à disparaître. Quel type d'homme aussi. Par exemple, dans tous les coins du monde, dans tous les pays du monde, les femmes sont plus claires que les hommes. Même les femmes noires sont plus claires que les hommes noirs. Vous en déduirez ce que vous voulez. Bonsoir Zoidberg. Picasso Binaconas. Il faudrait voir si les femmes suédoises à l'étranger draguent tout autant, même si les suédoises. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Et savoir qui fait le premier pas, c'est tellement difficile à déterminer. Par exemple, demandez à vos parents, c'est qui a fait le premier pas. Peut-être que c'est votre père qui a abordé en premier, mais c'est peut-être votre mère qui a lancé les premiers regards en premier, vous voyez. Et c'est quoi qui compte d'abord? C'est très difficile à dire en fait. Oui, Falcox le blogueur, effectivement, les esclaves blonds, même avant l'hégémonie du monde occidental, même avant que l'Europe domine le reste du monde, même avant les médias, les esclaves au phototype clair valaient plus, effectivement. Même on retrouve dans des textes islamiques, le prophète valorisait plus les personnes à la peau claire que les personnes à la peau foncée. Ceux qui disent que les canons de beauté actuels seraient dus à un lavage de cerveau, à l'hégémonie du monde occidental, c'était déjà le cas même avant. Oui, le prophète est raciste. Je pourrais même trouver des hadiths qui vont dans ce sens-là. Peut-être que j'en ferai des chansons d'ailleurs. Mais oui, si tu tapes sur Google hadith raciste, t'en verras plein. D'ailleurs, il est interdit, sous peine de sanction, de peine de mort, de suggérer que le prophète avait la peau noire. C'est écrit dans plein de hadiths qu'il avait la peau claire, et si tu oses prétendre le contraire, tu risques la peine de mort. Il paraît qu'il y a des textes de loi là-dessus. Rien que émettre l'hypothèse que le prophète vaudrait moins en suggérant qu'il avait la peau noire. Du coup, les canons de beauté sont dus à quoi? Si je devais troller un petit peu, je dirais que les peuples les plus valorisés sont ceux dont la trajectoire géographique s'éloigne le plus possible du berceau de l'humanité. Moi, je pense que c'est le sens de l'évolution. C'est juste un constat, c'est pas un jugement de valeur. Faut regarder sur une map monde. Plus vous vous éloignez du berceau de l'humanité, plus en général on remarque que les personnes, les cultures sont valorisées. C'est peut-être le sens de l'évolution, c'est peut-être juste ça. C'est peut-être politiquement incorrect ce que je dis, mais je pense que ça se vérifie. Je pense que le fait de s'éloigner de là d'où on vient fait qu'on a subi une pression de sélection plus grande. On a été exposé à des environnements plus diversifiés, peut-être. Je pense que ça glisse un petit peu, ce que je dis. Mais je pense que vous pouvez le vérifier vous-même. Par exemple, moi je dirais que deux paramètres, la beauté et l'intelligence, se trouvent très éloignés du berceau de l'humanité. Oh putain. Je dis en moyenne, évidemment, en moyenne. Évidemment, on trouve des gens beaux et intelligents partout. Je parle de proportion là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que ce que je dis, c'est vérifié? Moi je dirais que sur les sites porno, il y a des catégories blondes, il y a des catégories asianes, mais je ne suis pas sûr que la catégorie ébony soit très prisée. Oh putain. Enfin bref. Je sais pas ce que vous en dites, mais là je dis, c'est en moyenne, on trouve des gens beaux partout. Je précise. D'ailleurs, on parle de... Il existe des kikujap, il existe des fanboys de l'Amérique, mais je pense qu'il y a très peu de fanboys du Nigeria, peut-être, je sais pas. Falcox le blogueur a dit, non, la culture du Soudan est aussi belle que la culture du Japon. Comment oses-tu dire le contraire? Je sais pas, je pense que tous les avis peuvent être discutés, je ne sais pas. Ça peut être sujet à débat. Oui, je sais bien que t'es ironique. Allez, c'est à peu près tous les sujets que je voulais aborder ce soir. Merci pour la suggestion de Kungito. C'était très intéressant. Ce qu'il dit dans cette vidéo, je le crois sur parole sur son témoignage personnel, mais je pense que ses explications, son cas personnel, ne sont pas forcément la réalité. Je pense pas que ce soit statistiquement démontrable. Démontré dans cette vidéo en tout cas. Allez, à plus. Je pense que sinon, on commence à trop digresser sur le racisme. Il commence à avoir des fanboys du Nigeria avec leur musique. Ah, je ne sais pas, je connais pas du tout. Il me semble qu'au Nigeria, il y a beaucoup de musulmans qui font du mal à des chrétiens là-bas. Mais... il y a beaucoup de faits divers. Ouais, bon, enfin bref. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention et votre présence ce soir. Merci à Rogyobi, merci à Falcox le blogueur, merci à Steak Bale, merci à Hypso, Iniesta Samuel, Dr Zoidberg, Garth Foxbay et à tous les autres. Merci, bonne soirée et bonne nuit, Kwakubé.